De là à dire que... Mais bon, en même temps, il y a des gens qui disent pire. Bah oui, mais ça, je suis bien d'accord avec lui, mais il y a plein de gens qui acceptent cette injure chaque jour. Et on peut comprendre qu'à force de l'accepter, le ressentiment grandisse dès lors qu'on leur dit que les augmenter même de 2% de ces 1200 € est impossible, là où ils constatent que d'autres se gavent et se gavent de plus en plus. En France, vous savez, on parle souvent de la République. Dans la République, il y a liberté, égalité, fraternité, mais l'égalité, c'est une vieille passion française d'avant même la Révolution française. Et le problème, c'est que quand vous faites jamais l'expérience ni de la liberté, ni de l'égalité, ni de la fraternité, vous vous dites quoi? Finalement, la République, dont les politiques ont ça à la bouche, la République, les valeurs de la République, c'est un mot qui chante plus qu'il ne parle. C'est-à-dire que vous l'entendez, c'est une musique, mais il ne vous parle pas parce que vous n'en faites pas l'expérience. Et si je suis concret, moi je suis pas dans un misérabilisme, mais j'observe qu'il y a des gens qui font plus l'expérience de la contrainte que de la liberté. Ils ne choisissent pas réellement ni où ils vivent, ni où ils vont, ni ce qu'ils peuvent faire, voire même le lendemain, parce qu'ils sont contraints par une situation sociale difficile. Ils font davantage l'expérience de l'inégalité que de l'égalité. C'est qu'ils ont l'impression qu'à situation égale, je pense les femmes et les hommes, on n'a pas le même salaire. Donc l'inégalité est beaucoup plus concrète que l'égalité. Et ils font plus l'expérience de la discrimination que de la fraternité. Au sens où, tant vis-à-vis de l'accès à certains lieux, espaces, que de l'accès au logement, que de l'accès à l'emploi, parfois que dans leur relation avec la police, ils ont... c'est pas que le sentiment, ils constatent qu'ils sont ciblés, discriminés. Donc quand vous faites plus déjà l'expérience de la discrimination que de la fraternité, qu'on se rajoute le fait que vous avez l'impression qu'il y a plus d'inégalité que d'égalité, et que, par exemple, vous sortez du système éducatif, en troisième, on vous dit « Ah non, ça c'est pas pour toi, c'est pour d'autres », vous avez le sentiment que vous n'avez même pas la possibilité d'accéder à certaines voies, et en clair, ce qu'on parle beaucoup de déterminisme dans la société française, au sens où fils d'ouvrier, vous avez plus de chances d'être ouvrier vous-même qu'un fils de cadre, et que les fils de cadre, eux, ont plus de chances d'être cadres, qu'il y a de la reproduction sociale. Quand ça, c'est déjà fort, mais que en plus vous le vivez, vous le percevez, que vous en avez la preuve, vous avez la preuve que la République est absente de certains endroits. Donc, dans les faits aujourd'hui, indiscutablement, en France, on a un problème avec le décalage qui existe entre la manière dont on parle de la République et la manière dont, aujourd'hui, des millions de Français la vivent ou ne la vivent pas. C'est qu'il y a des gens qui adoreraient vivre la République, mais c'est pas pour eux. Il ne faut pas dire ça, c'est ça. Non mais... ce qui est certain, c'est que en France, on marquera quelque chose qui est quand même c'est de la patrie où le peuple est souverain, de la Révolution, donc le pouvoir aux citoyens, et en même temps, ce régime a tous les attributs d'une monarchie. C'est-à-dire que le président se comporte comme un monarque élu. Là, c'est très vrai depuis Macron, mais c'était vrai avant aussi, mais depuis Macron, l'utilisation de Versailles, le retour de la chasse à cour. Bon bref, on est dans ce registre où finalement, les présidents de la République vont chercher dans l'ancien régime et la monarchie les symboles de leur pouvoir. Or, quand tu vois ces symboles-là, faut en avoir du pouvoir, ou faut au moins utiliser celui que tu as. Sauf que, la vérité, c'est que beaucoup des dirigeants politiques en France ont renoncé face aux puissances de l'argent, face aux puissances des grands états privés que sont les grandes multinationales, face aussi à la peur de ne pas se faire réélire ou de déplaire à certains, ont ou renoncé à utiliser le pouvoir qu'ils avaient, ou n'ont pas cherché à aller se donner les moyens des engagements qu'ils avaient pris. Et du coup, alors je sais pas s'il faut comprendre, je sais pas si j'interprète correctement, en même temps je sais pas ce qu'il dit, mais du coup il y a un ressentiment, une colère, c'est pas de la haine, profonde à l'égard de celui qui symbolise le plus, finalement, quelque part, la trahison de la promesse républicaine. Si en République le souverain c'est le peuple, pourquoi est-ce que le peuple est si mal servi et pourquoi le peuple est tant méprisé et pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les
politiques, pas tous heureusement, mais des politiques emblématiques se servent plutôt qu'ils ne servent les gens. Et en plus, je pense qu'il y a eu, depuis quelques années, il y a des formes de légèreté qui ont été dans les comportements privés, notamment des présidents, dans leur vie privée, dans la manière dont ils s'affichent, jouent les midinettes, quoi. Moi, par exemple, je vais prendre un exemple, je n'ai pas été élu président de la République, mais pendant les campagnes présidentielles, j'ai refusé de mettre en scène ma vie privée. Je pense que d'ailleurs, ça m'a coûté des voix, hein, parce qu'il y a des gens qui veulent savoir. Mais surtout, j'en ai pris plein la gueule, parce que j'ai pas voulu montrer mes mômes, parce que j'ai pas voulu, et que ma femme ne voulait pas non plus, hein, surtout, et que j'ai respecté ce qu'elle voulait, pas voulu mettre en scène, tout ça, mais avant les mises en scène, elles n'allaient pas jusqu'à le degré aujourd'hui finalement d'impudeur des politiques. Et cette impudeur-là, il la paye aussi, oui, et par un jugement très sévère, parfois. Bon, pas de là à dire que... Mais bon, en même temps, il y a des gens qui disent pire. Hein. C'est pas... Donc... Ouais, c'est la démocratie représentative. Le truc, la discussion qu'on pourrait avoir avec Nekfeu, c'est est-ce qu'on peut faire autrement que comme ça? Est-ce que la démocratie, elle pourrait être qu'on décide en permanence de tout? On le voit même, si nous, on nous disait tous les 15 jours de participer à une réunion pour décider ou de notre vie quotidienne ou d'éléments de la vie nationale, on n'irait pas tout le temps, qu'à la fin, dans ces moments, on découvrira que ceux qui parlent sont toujours aussi les mêmes, ceux qui influencent sont aussi toujours les mêmes. Bref, donc moi je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de s'appuyer sur la démocratie représentative. Après, il y a un truc qui me frappe. C'est que depuis quelques années, tous les quinquennats démarrent par des engagements de transparence. C'est que plus ça va, plus les politiques, mine de rien, moi je le vois, j'ai vu quand j'étais élu, sont transparents sur leur compte en banque, les conflits d'intérêts, etc. On voit que pour certains, il suffit de creuser un peu pour découvrir qu'il y a toujours des trucs qu'ils avaient cachés, mais pour ceux qui n'ont rien à cacher, tout est sur la table, etc. Moi, pendant la présidentielle, vous saviez jusqu'au prix de ma bagnole à l'Argus, le compte en banque de ma femme, combien il y avait au moment sur mes comptes. Bref. Alors, sauf être un tricheur, il y en a, mais en fait, honnêtement, c'est le minot, mais les autres, tout se sait. Et c'est la réponse qu'on choisit les politiques pour essayer finalement d'en finir avec la défiance à l'égard des politiques. Pourtant, la défiance, elle ne cesse d'augmenter. Donc le sujet, c'est pas tellement d'ouvrir ses livres de comptes et de montrer la couleur du caleçon qu'on a sous le pantalon, c'est que les politiques, quand ils sont élus, fassent le boulot pour lequel ils ont été élus. Et tous ces politiques qui vous disent « on va faire assaut de transparence » sont toujours ceux qui, une fois élus, se sont empressés de dire « bon, ok, il y a un programme pour se faire élire, maintenant je vais faire l'agenda des gens sérieux, de ceux qui savent, qui demandent des efforts, les sacrifient toujours eux-mêmes, etc. » Moi, je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, pas simplement en France, mais qu'on a dans beaucoup de démocraties libérales, c'est que souvent on dit, vous remarquerez peut-être, oui, les gens n'ont plus confiance dans leurs représentants. C'est vrai en Belgique, en France, c'est vrai dans tout le pays. La question c'est, est-ce que les élus ont confiance dans le peuple ? Est-ce que les élites ont confiance dans le peuple? Non. Et la vérité aujourd'hui, c'est que le discours qui se développe de plus en plus, c'est de dire « bon, écoutez, on a l'amabilité de leur demander leur avis tous les 5 ans, mais ce serait gentil de fermer leur gueule entre 2 élections. » Parce que c'est les gens sérieux qui vont mettre les experts, les énarques chez nous, etc. Et c'est ça le vrai problème. C'est que aujourd'hui, on a en France une démocratie intermittente. Vous demandez un avis à plus de 40 millions d'électeurs une fois tous les 5 ans, et entre-temps, après, font ce qu'ils veulent. C'est ça qu'il faut qu'on résolve. Parce que aujourd'hui, effectivement, quand la démocratie est aussi intermittente, aussi imparfaite, aussi insatisfaisante, quand les élites expriment une telle défiance à l'égard du peuple, qui est pourtant dans la Constitution leur souverain, là, on dit que le poisson pourrit toujours par la tête. Indiscutablement en France, le poisson n'a pas commencé à pourrir par la queue, c'est-à-dire ou par le bas, par la base, il a commencé à pourrir par le sommet. Et c'est là où je pense qu'il faut regarder les choses en face. C'est pour ça que je comprends en partie ce que dit Nekfeu, même si je pense qu'on aura du mal à trouver des alternatives praticables, quoi. Tu sais, il y a un mec qui m'a dit, un copain il se reconnaîtra, un grand scientifique, qui était très amateur d'anagramme, et un jour il me dit, parce qu'il était un peu malicieux, il me dit, sais-tu ce qu'est l'anagramme de Parti Socialiste? Je dis non, je sais pas. Il me dit capitaliste Rosie. J'ai dit non, c'est pas vrai. Et donc j'ai fait effectivement, c'est l'anagramme. Et oui, indiscutablement, une partie des dirigeants de la gauche, et notamment socialistes, ont depuis, pas les dernières élections présidentielles, mais depuis longtemps basculé dans l'autre camp. Quand je dis dans l'autre camp, moi je leur reproche pas pour certains d'entre eux.
problème, c'était pas le niveau de vie qu'ils avaient avant ou le niveau de vie qu'ils avaient après. Ou en même temps, c'est pas avec la politique que tu t'enrichis. Donc, c'est pas tellement ça. C'est le type de société auquel ils croient, est-ce qu'ils sont et le projet qu'ils défendent. Or, maintenant, ça fait une vingtaine d'années que la plupart des dirigeants social-démocrates se sont ralliés à l'idée qu'il n'y avait pas de politique économique de gauche ou de droite comme disait Tony Blair, et que des politiques efficaces ou inefficaces. Quand tu penses que c'est plus ni droite ni gauche, mais efficace ou inefficace, tu prépares le règne comme Macron, dont tu verras que le mec se dit ni droite ni gauche, mais il suffit que tu prennes 10 étudiants en sciences politiques, un Guinéen, un Hongrois, un Américain, un Chinois, tu leur dis, je vous dis pas qui est l'auteur de ces politiques. Dites-moi si c'est à droite, très à droite ou à gauche. Et sur les politiques d'ordre public et de sécurité, il dira à droite, sinon très à droite. Sur les politiques à l'égard des migrants, il dira à droite, sinon très à droite. Sur les politiques de droit du travail, il dira à droite, sinon très à droite. Sur l'hôpital public, donc il ira à droite, sinon très à droite, sur le contenu des politiques. Et pourtant, tu vis dans une fiction sans laquelle ce serait ni droite ni gauche. Et avant, sous Hollande, on vivait dans une fiction sur laquelle on avait des dirigeants issus de la gauche, mais qui mettaient en œuvre, loi El Khomri, d'échange de nationalité, des politiques de droite. Bon, donc Kerry James, là-dessus, factuellement, tu peux le dire, scientifiquement, il a raison. Il n'y avait pas que ça. Mais à la fin, on a eu beau nous résister, notre résistance a été inutile, mais après, quand moi j'ai été candidat, pourtant désigné par 2 millions d'électeurs de gauche, quand même, hein, c'était pas un vote de parti. Derrière, je me suis fait tailler, quoi. Bon, donc la preuve que... Et ils ont tous choisi Macron. Donc, oui, je suis plutôt d'accord avec... hélas, c'était pas vrai au début. C'était pas vrai au début. Et non, ça avait été pas vrai pendant longtemps. À la fin, ça y ressemblait beaucoup. Il a raison. Est-ce que pour autant c'est un permis de désobéir pour tout le monde? Non. Ça c'est pas. Évidemment, alors, le législateur qui n'obéit pas à la loi qu'il a lui-même faite est un peu mal barré pour aller demander aux autres de la respecter. Et en même temps, sans règles, sans loi, on vit pas. Alors après. La loi, il y a des lois, quand elles deviennent intrusives au point de remettre en cause vos libertés fondamentales, vos droits constitutionnels, c'est un problème. Et de ce point de vue-là, il y a des lois qui doivent être combattues. Mais ce qu'il dit est juste. Et c'est valable pour tous les détenteurs, notamment de l'autorité publique. Quand celui qui est gardien de la loi et de la paix, prenant un policier, ne respecte pas la loi lui-même. Quand voulez-vous qu'il y ait une pédagogie à la mission qui est la sienne. Si moi on me punit, il faut que je comprenne pourquoi on me punit. Vous avez enfreint telle règle et la sanction est ça. Il faut qu'il y ait une pédagogie. Sinon je vais rien apprendre. Si, peut-être espérer qu'à force de... Parce que je voudrais pas retourner en prison, mais bon. Mais l'idée de la sanction, c'est que on dit, attendez, la société a dit que ça c'était pas permis, en conséquence de quoi elle vous punit, mais vous êtes toujours membre de la société, vous n'êtes pas banni, il n'y a pas une planète sur laquelle on met, ou un bagne comme il y avait à Cayenne, où les gens sont exilés. Il faut que vous appreniez cette faute. Or aujourd'hui, ce qui est frappant, là encore, en France, c'est que pourquoi se développent dans le milieu carcéral des univers qui sont criminogènes, c'est-à-dire que le type rentre moins dangereux qu'il ne va sortir. Il sort de prison au moment où il est le type. Tout le moment, il est censé avoir appris de sa peine et on a réglé le problème avec lui. Bah non, maintenant il sort plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans un univers criminogène. Et pourquoi? Parce qu'on se désintéresse aujourd'hui, pour des raisons budgétaires, pour des raisons idéologiques, de la question de la réinsertion et de la façon dont, une fois en prison, une fois puni, la personne doit être préparée à un retour. Je ne vais pas être naïf, pas harmonieux, mais le plus harmonieux quand même malgré tout possible avec la société. Sinon on fait pas notre boulot. Sinon le simple fait de l'enfermer, s'il ressort plus dangereux, bah, c'est l'État qui est responsable. Pourquoi? Parce qu'il a remis en cause les droits humains. Pourquoi? Parce qu'il a humilié. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut ignorer la réalité aujourd'hui dont la prison est utilisée par certains groupes, notamment religieux, pour radicaliser des types qui étaient déjà violents, fragiles psychologiquement, etc., et qui vont basculer assez vite. Mais interrogeons-nous sur la responsabilité collective qu'on a. Le sujet, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ne soit pas capable de faire face à ça? C'est quand même parce qu'il n'y a pas les ronds, parce qu'on ne veut pas les mettre, et surtout que c'est pas du tout populaire de dire bah, écoutez, on va mettre de l'argent pour les prisonniers. Ah oui, il a raison. C'est que, en fait, on a longtemps vu le malaise des banlieues comme le malaise d'une population issue de l'immigration qui ne trouvait pas sa place dans la société, dans la République. Bien pratique d'ailleurs.
qu'on pouvait lui imputer la responsabilité de ne pas la trouver la place. En disant, vous voyez, on leur met de l'argent, la politique de la ville, ils n'y arrivent pas. Hein, Sauf qu'en milieu rural, dans les petites villes moyennes, etc., dans les difficultés de transport, dans les difficultés d'accès à l'emploi, dans la disparition des services publics, on y trouve exactement les mêmes problèmes. Sauf qu'il y a une différence, c'est qu'il n'y a pas le sentiment par ailleurs qu'en plus de ces inégalités d'accès aux services publics, on y a la discrimination liée à l'origine culturelle, ethnique, etc. Ou à la religion. Mais bon, globalement, la situation est quand même assez semblable. Le problème, c'est que ces deux publics-là, plutôt que de se sentir animés du même mouvement d'aspiration à la justice sociale, à l'égalité, se vivent comme adversaires, voire même les uns désignent les autres comme les responsables de leurs problèmes. Et tout ce que la gauche ne réussit plus à faire, c'est ça. C'est Mitterrand, quand il gagne l'élection présidentielle, il dit « Aujourd'hui, la majorité sociale, le peuple, les ouvriers, les employés, est devenue une majorité politique. » Parce qu'il y a toujours une majorité de gens à vivre de leur travail, à avoir des difficultés. Pourtant, si ces gens-là votaient selon leur intérêt économique et social, ils devraient toujours voter à gauche. S'ils ne votent pas à gauche, c'est qu'ils votent en fonction d'autres arguments. Et un des arguments qu'ont trouvé les libéraux, et notamment les conservateurs, c'est de dire le problème, c'est pas tellement l'ordre social, la justice sociale, c'est l'ordre moral. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les faits, on n'est pas confronté à une société de plus en plus laxiste, une société dans laquelle on laisse les profiteurs, qui seraient les gens qui vivent des allocations sociales, qui vivent des indemnisations chômage, ne pas travailler et vivre sur le dos des autres. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, c'est marrant, quand j'ai moi lancé l'idée du revenu universel dans le débat présidentiel, bon nombre de ceux qui étaient opposés, c'était des gens modestes. Parce que leur idée, c'est de dire, attendez, moi je ne veux pas qu'on me dise que je ne mérite pas mon salaire. Je veux travailler, je suis pas comme l'autre, etc. Et donc ils vous désignaient celui qui accepterait. Alors que là, je leur disais, mais attendez, tout le monde l'aurait. Même le plus riche des riches. Et là, vous auriez votre salaire, et en plus, un revenu universel, ce qui change, du coup, vous ne vivez pas de ça. On vous donne justement la possibilité, justement, de pouvoir d'abord vivre mieux, mais en plus, parce que vous ne dépendez pas seulement d'un salaire de misère et de conditions de travail de merde, d'être en situation de pouvoir peser dans votre entreprise pour obtenir un changement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont maintenus dans une condition sociale difficile ? C'est qu'ils n'ont aucun élément du rapport de force. Ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter ce boulot-là. Sinon on leur dit, bon moi, attendez, j'ai une file d'attente longue comme ça, de gens qui sont prêts à prendre votre boulot, donc je vous mets dehors. Donc du coup, sans rapport de force, on ne peut rien changer, ni au salaire, ni aux conditions de travail. Et donc, ce qui moi m'a frappé, mais bon, je m'en doutais un peu, c'est que, oui, il y avait une forme d'hostilité à l'idée de vivre des allocations. Alors, je reviens, qu'est-ce qu'il dit Orelsan ? C'est qu'effectivement, ce qu'on voit apparaître là, c'est la face... émerger l'iceberg, c'est le moment où boum, tiens, mais tout ça était là depuis très très longtemps, c'est la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Donc c'est dans le vase et que vous regardez, vous voyez, puis au moment, plomb, et puis ça coule, voilà, on y est. C'est marrant ce que vous dites, parce que dans ce morceau-là, qui s'appelle À qui la faute, justement il y a Kerry James qui vient de banlieue, Orelsan qui vient de la campagne, et en gros, Kerry James n'exonère pas la faute des banlieusards, en disant qu'ils doivent se prendre en main et tout ça, et que justement dans le milieu rural il y a des soucis, les mêmes soucis qu'en banlieue, enfin certains soucis, et Orelsan dit l'inverse. Ouais. Mais oui, mais en fait, en réalité, c'est que les gens qui ont une condition sociale identique devraient partager le même combat, pourtant ils s'opposent les uns aux autres. C'est ça la victoire du néolibéralisme, c'est d'avoir réussi à désigner celui qui vous ressemble comme le responsable de vos propres souffrances. Sous mon bras, tu vis un compte, une idée, tu veux du goût, tu penses à que je dis, tu veux toujours plus, pour ça que je fouille.